Bonjour Robert Yveton. Bonjour Nicolas. Vous êtes un intellectuel, je veux dire les choses simplement, en direct. Vous êtes aussi attaché à regarder ce qui peut advenir du Parti Les Républicains et on y reviendra dans un instant, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'immobilier demain, un titre un peu plus complexe, L'immobilier demain, des rentiers aux entrepreneurs. On va y revenir, mais avant ça, vous faites partie d'une petite escouade, disons une demi-douzaine de jeunes cerveaux qui essayent de réfléchir sur l'avenir des Républicains. Il y a du boulot. Oui, il y a du travail. Moi, j'ai contribué à cet exercice parce que pendant 5 ans, on a essayé de pousser la droite à avoir un discours un peu libéral, à avoir des programmes pour 2017 qui se veulent assez transformants pour la société française. Je pense François Fillon avait coché quelques cases. Bruno Le Maire aussi, et lors de la primaire également. Je pense que ça a été plutôt une réussite à cet égard. C'était une réussite avant l'élection. Avant l'élection, je pense que malheureusement, ça a été un échec ensuite. Et l'idée, c'est d'éviter que le libéralisme, en tout cas le supposé libéralisme de ces programmes, ne sont pointés du doigt comme responsables de la défaite. En tout cas, moi, c'était mon souhait. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que je constate, c'est qu'un certain nombre de dirigeants politiques du parti, quand ils qualifient Emmanuel Macron d'ultralibéral, font une erreur assez importante. Pensez à qui ? À François Baroin, par exemple. François Baroin, qui, de votre point de vue, n'est pas le parangon du libéralisme, c'est ça ? Non, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui critiquer la ligne d'Emmanuel Macron, qui est une ligne, somme toute, réformiste, et pas si transformante. C'est pas un ultralibéral, en tout cas. C'est pas un ultralibéral, en tout cas, et je pense que les mots ont un sens. Sur la réflexion que vous portez sur les Républicains, est-ce qu'un parti politique demain peut être semblable à ce qu'il était hier ? Est-ce que le parti En Marche et ce qui s'est produit dans la vie politique n'oblige pas à repenser le parti politique comme on a repensé et comme on repense encore un certain nombre de secteurs dans l'économie ? Si, je pense que ça oblige à revoir ces partis et à éviter qu'ils ne deviennent que des machines électorales et que des machines de guerre qui se réveillent et se mettent en branle à ce moment-là. Ça veut dire qu'elles doivent réfléchir, qu'elles doivent penser, qu'elles doivent s'ouvrir à des influences extérieures. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est encore très loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Sur l'immobilier, qui est votre sujet du moment, vous publiez un livre qui s'appelle donc L'immobilier demain, des rentiers aux entrepreneurs, avec un sous-titre qui est la real estate. Qu'est-ce que c'est que la real estate ? Vous avez entendu parler de la foodtech, de la fintech. Sans aucun doute. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, on rentre dans la real estate. C'est le real estate, donc c'est l'immobilier en anglais. Ça signifie l'immobilier en anglais, oui. Plus la tech. Et donc aujourd'hui, ce gros secteur qui pèse quasiment 20% de l'économie nationale, qui semble très immobile, qui est même qualifié de rente par certains acteurs politiques. Emmanuel Macron lui-même. Aujourd'hui, on a envie de l'étudier à travers sa transformation technologique qui est en train de traverser sur tous ces aspects, le financement, la construction, la gestion vente-location. Et aujourd'hui, il y a une myriade de startups qui arrivent pour faire bouger les choses. Ce que vous dites, c'est qu'Emmanuel Macron, qui a fait bouger les transports, je pense au bus Macron, et qui a fait bouger beaucoup de réflexions sur l'ubérisation de la société, il est en retard ou à rebours sur l'immobilier, c'est ça ? Je ne pense pas. Les ministres en charge ont présenté leur choc d'offres et aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Ils ont demandé des propositions pour faire un choc d'innovation dans le secteur. Donc, je ne pense pas qu'il y ait forcément un retard. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas un triomphe. La politique sur le logement, les APL, les prêts à taux zéro, PTZ, les zones tendues, tout ça a créé un brouillard qui est pour l'instant assez opaque et qui ne donne pas le sentiment qu'on sache où on va. Je pense qu'il y a eu effectivement un peu de flottement au départ. Je pense qu'aujourd'hui la ligne est beaucoup plus tracée avec cette idée du choc d'offres et la volonté d'avoir cet effacement parallèle d'un côté entre des aides, de l'autre côté entre des normes et des impôts qui pèsent sur le secteur. On va revenir sur ça, mais qu'est-ce que c'est que le choc d'offres pour vous ? Le choc d'offres, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse construire plus, on puisse construire mieux. Aujourd'hui on a un vrai problème de création entre l'offre et la demande et on a besoin de toujours plus de logements et de logements de qualité et l'offre ne suit pas. Donc la question, il y a 2 solutions pour y répondre. C'est d'une part que les acteurs en place puissent produire plus, et donc par exemple qu'on libère du foncier, qu'on fasse ces choses-là, et d'autre part que les acteurs... Vieille technique invoquée 10 fois par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, mais qui n'a jamais fonctionné. Qui peut, et on va voir si elle peut fonctionner ici en tout cas. Et après un choc d'innovation qui permet à de nouveaux acteurs qui permettent de fluidifier le marché, d'entrer sur ce marché-là. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on représente avec Real Estate, cette bannière, c'est effectivement plus de 300 startups qui derrière sont en train de pousser pour faire changer un marché qui est quand même encore une fois, assez sclérosé. Alors le choc d'offres, vous dites libérer les terrains, simplifier les normes, limiter les recours, tout ça, encore une fois, on l'a vu, entendu des quantités de fois, et ça n'est pas encore très productif. Vous dites aussi qu'il faudrait qu'on puisse construire massivement et que des intervenants puissent venir, par exemple, acheter des lots entiers d'appartements
qui évitent le mitage et qui permettent de peser sur les prix. Est-ce que c'est une façon de faire ? Bien sûr, quand on regarde le marché résidentiel en Allemagne, par exemple, où des gros acteurs institutionnels ont pu constituer des parcs privés assez conséquents, ils arrivent à faire des économies d'échelle dans la gestion et donc à baisser le coût de la gestion de ces biens et donc de leur prix. Donc en pesant sur le prix des promoteurs, en pesant sur le prix des promoteurs. Et en offrant donc des loyers. En offrant des loyers moins chers, en pesant sur les frais de gestion de la tenue de ce parc, et donc ils réussissent à produire des loyers à des coûts plus compétitifs. C'est aussi quelque chose qu'on doit viser en France aujourd'hui. Le problème, c'est que les règles de la propriété immobilière et les règles de l'éviction immobilière aussi, lorsque les gens ne payent pas, ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Les aides, justement, la baisse de 5 € des APL par mois a créé une des premières mini-crises politiques du quinquennat Macron. Emmanuel Macron, dimanche dernier, disait quand les APL augmentent, les loyers augmentent, et donc il faut faire baisser les APL. Est-ce que ça fera baisser les loyers ? La mécanique des prix ne sera pas aussi automatique, mais en tout cas, il est évident, et ça a été montré par plusieurs travaux économétriques, que le phénomène d'augmentation de ces aides conduisait à l'augmentation de ces loyers. Le propriétaire se disant le locataire est encore plus solvable. Il est encore plus solvable, et donc je suis en capacité d'aller chercher cette manne offerte par l'État. Et donc l'idée d'au moins stabiliser, voire légèrement baisser ces montants-là, au moins on voit un signal au marché. Et je pense qu'on doit vraiment travailler sur cette idée d'un effacement parallèle. D'un côté, 42 milliards d'aides qui sont très connus, et de l'autre côté, des normes particulières, des réglementations qui pèsent sur le coût de production des bâtiments et sur le coût de gestion. Et on doit essayer de faire les deux en parallèle, même s'il y a un petit écart temporel, c'est-à-dire que si on baisse les aides, c'est immédiat, et si on baisse les normes, l'impact est à plusieurs mois. Le patron de Nexity, Alain Dinin, dit 40 milliards d'aides, oui, mais 60 ou 70 milliards de taxes qui pèsent sur l'ensemble de la chaîne immobilière. Baisser les taxes, les APL deviendront mécaniquement inutiles. Il a tort. Le problème, c'est qu'avec 57% de prélèvements fiscaux, 54% de prélèvements fiscaux dans notre société, tous les secteurs de l'économie, peut-être hormis l'agriculture, sont contributeurs nets au budget de l'État. Et c'est assez logique, puisqu'on a un budget de l'État qui cette mécanique qui est baisser la fiscalité, ça baissera le prix de l'immobilier, c'est vrai ? En partie, et moi je crois beaucoup plus à l'idée de faire baisser les normes, d'augmenter le seuil de concurrence et de permettre à ces nouvelles... Il y a des lois immobilières qui sont très anciennes, la loi Auguet c'est 1967, donc il faut aujourd'hui revoir... Elle dit quoi cette loi ? C'est une loi qui organise la gestion et la vente de la transaction immobilière, c'est une loi qui est très ancienne, qui mériterait d'être complètement revisitée. La loi sur la copropriété en France mériterait d'être revisitée. Donc on a un certain nombre de lois qui mériteraient d'être revisitées, qui peuvent avoir un effet positif sur les prix du neuf, mais aussi de l'ancien, le coût de gestion courante d'un immeuble, et aujourd'hui, on doit les traiter et on doit les étudier. Le tribunal administratif de Lille, il y a quelques jours, a annulé le plafonnement, l'encadrement des loyers dans la commune de Lille, avec différents arguments juridiques, mais ça met par terre ce système d'encadrement des loyers appliqué à Paris et à Lille. C'est supprimé à Lille, est-ce que ça doit l'être à Paris ? Aujourd'hui, dans le système tel qu'il est, cet encadrement des loyers, effectivement, produit des effets plutôt pervers. Après, on peut regarder encore une fois du côté de l'Allemagne, où l'encadrement des loyers existe dans la plupart des grandes villes allemandes. Avec un effet positif ? Et il a un effet plutôt positif, parce qu'il fait partie d'un ensemble de normes qui fait que le locataire, tant qu'il paye, ne peut pas être sorti du logement. Mais par contre, le jour où il cesse son droit, qui est son devoir principal, qui est quand même de payer pour son loyer, là, il y a des capacités de faire en sorte que le propriétaire récupère son bien. Aujourd'hui, le système français est totalement inversé, avec un locataire qui est ultra protégé sur cette partie-là. Et donc, en réalité, pour le faire rentrer dans le bien, c'est un parcours du combattant pour lui. Donc, c'est une logique de fluidité du marché. Est-ce que l'encadrement des loyers à Paris doit être supprimé ? Aujourd'hui, en l'état, je pense qu'en tout cas, il doit être revu. L'immobilier demain peut être ubérisé comme les transports, la technologie, tous ces secteurs que vous avez cités tout à l'heure ? Vous avez Airbnb qui construit son premier immeuble en propre. Vous avez WeWork, la chaîne de bureaux qui s'est absolument diffusée dans le monde entier, qui a créé sa propre foncière. Donc aujourd'hui, vous avez Facebook qui a lancé sa plateforme immobilière, Alibaba qui a lancé la sienne cet été. Donc on voit bien que ce secteur est en train d'attirer l'attention des géants, les fameux GAFA du net. Et aujourd'hui, il est évident que ce secteur, qui est un gros pourvoyeur d'emplois pour l'économie nationale, doit changer, sinon il sera ubérisé. L'immobilier demain, des rentiers aux entrepreneurs. Voilà ce que seront les entrepreneurs demain. Merci Robin Rivetton. Merci à vous.